voudrais vous dire que je suis très heureux de venir ici parmi vous, parce que bon, l'Action française, tout le monde connaît. C'est un mouvement de pensée qui a tellement irradié la pensée nationale, la pensée de la droite. Et je regrette, parce qu'on devrait en être fier pour tout ce qu'il a apporté à notre corpus idéologique. Et je regrette que la droite, aujourd'hui, n'ait pas la fierté de ce mouvement tel qu'il mériterait de l'avoir. Alors on va parler aujourd'hui du Crépuscule de l'Occident, ce livre que j'ai appelé Le Crépuscule de l'Occident, que j'ai publié il y a 2 ans et demi. On va commencer par faire une définition de ce que j'appelle l'Occident, de ce qu'est l'Occident selon moi, et de ce qui le caractérise. Moi, je remonte les particularités de l'Occident aux temps immémoriaux, c'est-à-dire avant carrément la période historique. L'Occident, ça se passe en Europe, on a le cycle des saisons, où on a des hivers où rien ne pousse. Et donc, l'Européen a été très tôt habitué, si vous voulez, à s'organiser, à planifier, à semer, à attendre que ça pousse. Donc, il a acquis à travers ça une capacité à s'organiser, à planifier, une certaine patience dans l'attente du résultat. Il a forgé son esprit comme ça. Et puis, l'Occident, c'est aussi la civilisation. Enfin, l'Occident de l'époque très ancienne, c'est là où pousse le blé. Tout s'est fondé sur le blé. Et le blé, c'est, si vous voulez, une culture qui est propice à l'enclos, à la propriété privée. Il faut être le propriétaire du terrain. Et donc, à mon humble avis, c'est quelque chose que l'Occident a pu développer l'esprit individualiste et l'esprit de propriété. Je vous dis ça, si on compare à d'autres endroits dans le monde. Si vous prenez par exemple l'Asie, c'est le riz. Le riz a besoin d'être en permanence, la culture du riz, inondée pour pouvoir pousser. Et donc, ça nécessitait des aménagements collectifs. Donc, on a développé, si vous voulez, l'esprit du collectivisme, enlevé évidemment de son sens d'aujourd'hui. Il fallait nécessairement se mettre ensemble et collaborer ensemble, donc collectiviser la chose. La civilisation africaine, vous le savez, ça pousse facilement, tout tombe de l'arbre. Et donc, ça a développé 2 autres aspects. C'est qu'on est dans des tribus, parce que la forêt est très très dense. Il n'y a pas besoin de s'organiser. Il n'y a pas besoin de planifier, puisqu'il n'y a pas de saison, ça pousse tout le temps. On a besoin, par contre, de s'organiser pour la chasse, par exemple, et pour se défendre. Donc, on a développé, si vous voulez, un esprit plus tribal. Nous, on a développé l'individualisme, je pense, à travers ces conditions à la fois naturelles et climatiques. Je vais reprendre le livre de Philippe Nemo, je ne sais pas si vous le connaissez, Qu'est-ce que l'Occident ? L'Occident, il a vécu plusieurs étapes qui ont façonné sa civilisation, qui a façonné son esprit et sa force. Les 3 premières étapes, c'est à mon avis les 3 étapes essentielles. D'abord, la Grèce antique. Qu'est-ce que la Grèce antique nous a apporté ? On va prendre par exemple l'un des premiers philosophes qui est Héraclite. Héraclite, c'est la recherche de ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire les lois fondamentales qui dirigent le réel mais qui ne sont pas perceptibles. Avec Héraclite, Héraclite faisait si vous voulez, parlait comme des courants marins qui conditionnaient la surface de la mer mais qu'on ne voyait pas. Et donc à travers cet esprit-là, l'Occident s'oriente vers les mathématiques, la géométrie, les sciences. La science, c'est pas la technique, c'est pas pareil. C'est pas simplement on adapte les choses aux outils et à ce qu'on vit. C'est vraiment la connaissance, avoir le fond de la connaissance. Et ça a développé également la philosophie. Ce sont quand même la science, la philosophie, des matières dans lesquelles l'Occident a vraiment depuis toujours une maîtrise absolue. Et on peut dire que c'est pratiquement notre apanage à nous et à nous seuls, par rapport à des civilisations où la religion interdit la philosophie et où on prime la technique par rapport à la science. Ensuite, la deuxième étape, c'est la Rome antique. La Rome antique, c'est le réceptacle de la culture grecque. Comme c'est un empire, eh bien, cette culture grecque, elle se développe tout autour du bassin méditerranéen et même jusqu'au nord de l'Europe. Et puis, l'un des apports principaux de la Rome antique, c'est le droit romain. Le droit, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que toute la pratique gouvernementale qu'on a connue dans des cités-États toutes étroites, donc dans la Grèce antique, Périclès, etc., eh bien, on va le transposer sous une autre forme, mais sous forme écrite, sous forme de droit. Parce qu'il faut que ça s'applique à l'ensemble des citoyens de l'Empire. Et donc, à travers cela, quand on dit droit, il y a bien entendu des règles, mais c'est aussi un droit que l'on donne aux individus, parce que chaque individu sait ce qu'il doit faire
ou sait ce qu'il ne doit pas faire, c'est écrit. Il connaît sa place dans la société, il sait comment passer, je dirais, d'une hiérarchie sociale à l'autre. Tout est écrit, et donc ça lui donne forcément des droits, puisque ça le libère de l'arbitraire. Partiellement, évidemment, à l'époque, mais c'était un progrès considérable. Et évidemment, la troisième étape essentielle, qui, à mon avis, d'ailleurs, chapeaute tout ça, c'est le christianisme. Alors, encore une fois, hein, on ne va pas développer, je schématise. Le christianisme, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est descendu et qui s'est fait homme. Et donc, chaque homme devient le réceptacle de Dieu. Donc, il devient sacré. C'est-à-dire que sa vie, sa personne est sacrée. Et donc, le christianisme, c'est, entre autres, le respect de la personne humaine. C'est également le respect des lois de Dieu, le respect d'une certaine forme de nature qui nous est amenée par Dieu, d'une transcendance. Mais avant tout, cette transcendance, elle est dans l'homme. Il faut voir que le christianisme, par rapport à l'Ancien Testament, il y a une loi, c'est une loi. Il y a une loi écrite ou enfin une codification. Le christianisme, les évangiles, ce n'est pas une loi. Ce sont des grands principes qui sont donnés dedans, et donc ça induit une certaine forme de liberté et ça apporte de la responsabilité aux personnes. Évidemment, je schématise. Donc, pour résumer, encore une fois, de façon très schématique, on n'a pas beaucoup de temps, la civilisation occidentale, c'est la civilisation d'un certain individualisme, d'une force qui vient du savoir, de la connaissance, une certaine domination, mais qui va s'efforcer de respecter l'autre. Évidemment, dans l'histoire, ça n'a pas toujours été respecté, mais je pense que c'est les clés de voûte de la civilisation occidentale. Pour Spengler, vous connaissez Oswald Spengler, qui a écrit Le déclin de l'Occident entre 1918 et 1922. Spengler voyait une civilisation comme un corps organique, c'est-à-dire comme un système en tout. Et c'est un corps organique qui a une vie qui lui est propre, une vie et une mort. Et une vie qui, un petit peu comme une plante, va connaître différents cycles, différentes phases, et il parlait des saisons de l'Occident. Et ça rejoint un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur Hazard, qui avait écrit « En 1680, les Français pensaient comme Bossuet, en 1715, ils pensaient comme Voltaire. » C'est la clé, pour lui, de la mutation de la France, mais évidemment qui va être la mèche qui va se propager à l'ensemble de l'Europe, et qui peut coïncider avec le fameux automne spenglerien. Alors, Spengler, il a écrit entre 1918 et 1922. Est-ce que vous savez à quelle date il a prévu le début de l'hiver? Non, non, c'est mieux que ça, il était plus fort que ça. Ah oui. Eh bien, il a prévu le début de l'hiver en l'an 2000. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que c'est en septembre 2001. Évidemment, le 11 septembre, vous connaissez tous, la première attaque frontale d'une civilisation autre et qui fait des dégâts massifs sur le sol d'un pays occidental qui sont les États-Unis. Et donc, on peut dire qu'il avait quand même un côté visionnaire, parce que c'est véritablement à partir de cette date qu'on a l'impression de rentrer dans un cycle de catastrophe, même si tout était en germe bien avant. C'est surtout à partir de ce moment-là, je crois qu'on prend conscience que nous ne sommes plus cette civilisation carrément indestructible et que personne ne pourra jamais atteindre. Ce livre, que j'appelle Le crépuscule de l'Occident, il a un sous-titre, c'est « Chronique de la décadence ». C'est mon éditeur qui a trouvé ce titre, parce que moi j'en voulais un autre, mais il n'a pas voulu. Une civilisation n'est vaincue par l'extérieur que si elle est pourrie de l'intérieur. Et je voulais que ce soit vraiment le sous-titre, parce que pour moi, la civilisation occidentale, en tant que telle, si elle était restée ce qu'elle est à l'origine, si elle avait suivi les principes que je vous ai décrits tout à l'heure, pour moi, elle aurait été indestructible encore à nos jours. Aujourd'hui, notre civilisation, elle a des ennemis, et des ennemis qui lui portent des coups terribles. Et j'en vois deux en particulier qui nous combattent avec chacun leurs armes, l'islam et la Chine. Mais nos vrais ennemis, en réalité, nos vrais ennemis, ce sont ceux qui ont sapé nos bases, ce sont ceux qui ont dénaturé nos principes et qui ont dénaturé la structure solide qui faisait la force de notre civilisation. Spengler disait une civilisation, c'est un système. C'est-à-dire que tout se tient. C'est un équilibre savant
de différents principes et de différentes choses qui font sa force. À partir du moment où on commence à saper un principe, c'est comme un effet domino, c'est-à-dire que se déclenche toute une chute des principes principaux qui dénature complètement et dévoie la société. Notre civilisation occidentale, petit à petit, a commencé à se défaire. Probablement à partir des révolutions, mais l'accélération s'est vraiment produite, vous allez le voir, je vais en parler plus tard, à partir de l'avant-deuxième guerre mondiale. Nos ennemis, ils sont parmi nous. Et ils ont surtout ôté de nos esprits ce sentiment que nous avions d'être dans le vrai, d'être sûrs de nous, sûrs que c'est nous qui portions la parole de vérité, sûrs que nous avions le droit pour nous, et que nous avions en plus le devoir d'aller le porter aux autres. Voilà. Et l'Occident, il faut bien le voir, elle a cette particularité. C'est la seule civilisation qui a planté son drapeau sur tous les continents. La seule. Aujourd'hui, ce n'est plus elle qui porte son drapeau ailleurs, c'est la forteresse assiégée. Et elle est assiégée parce que nous ne sommes plus sûrs de nous. Nous ne sommes plus sûrs du message que nous devons porter aux autres. Notre ennemi, aujourd'hui, il est parmi nous. Mais c'est plus fort que ça. Il est en nous-mêmes. Nous ne sommes plus les Occidentaux sûrs de nous, dominateurs et missionnaires. Nous sommes dans le doute, nous sommes dans le déni, nous sommes pratiquement dans le rejet de nous-mêmes. Et donc, le vrai ennemi de l'Occident, il est là. Si l'ennemi n'était pas parmi nous, jamais nous ne subirions les attaques que nous subissons depuis un certain nombre de décennies. La preuve, sans les délocalisations massives qui ont été organisées par les multinationales occidentales, jamais la Chine ne serait devenue la première puissance industrielle. À la fin des années 80, quand tout cela a commencé avec la chute du mur, qu'on a commencé à délocaliser, la Chine était un pays totalement arriéré, qui ne maîtrisait plus rien, qui ne connaissait même plus les marchés et le monde du commerce, parce qu'elle était dans le communisme depuis pur et dur depuis plus de 40 ans, le maoïsme. La Chine n'aurait jamais décollé sans le coup de main des Occidentaux, sans l'immigration de masse, à laquelle on consent. C'est nous qui l'avons décrétée. Jamais l'islam n'aurait pénétré chez nous. Jamais il n'aurait pu nous infliger tous les dégâts qu'il nous inflige depuis maintenant 30 ans. Donc, le mal vient bien de nous. Il ne vient pas de l'extérieur. C'est l'extérieur qui nous le donne. Mais le mal vient de nous. Depuis 20 ans, l'Occident subit défaite, renoncement, humiliation. L'histoire, c'est que en 1990, vous êtes jeune, vous n'avez pas connu cette période. Moi, j'étais à Sciences Po. En 1990, chute du mur de Berlin. Quel est le livre de référence qu'on nous met entre les mains et qui devient la Bible? La fin de l'histoire et le dernier homme de Fukuyama, qui nous explique que maintenant, nous n'avons plus d'ennemis, l'Occident n'a plus d'ennemis. Tout le monde rêve de devenir occidental, tout le monde rêve de porter des blue jeans, de boire du Coca-Cola, d'écouter du rock, d'avoir sa télé, sa voiture, etc. Et donc, nous allions nous répandre à travers le monde, nous diffuser, conquérir tout le monde, mais plus par la force, par la prospérité que nous allions répandre. C'est ce qu'on croyait. On croyait, c'est la phase de mondialisation heureuse. Voilà. Au lieu de ça, vous le voyez bien, nous sommes rentrés dans l'autre version, qui était celle d'Huntington, qui a été prônée 3 ou 4 ans après, le choc de civilisation. Et nous y sommes rentrés pour une seule raison, c'est parce que nous ne dominons plus, et nous ne voulons plus dominer. Nous ne voulons plus nous opposer. Et c'est pour ça que nous recevons gifle sur gifle, et nous attirons la haine de tout le monde, de toutes les autres civilisations. Pourquoi? Parce que nous les avons dominées. Aujourd'hui, nous ne voulons plus les dominer, nous ne voulons même plus nous défendre. Eh bien, elles nous rendent les coups, coup pour coup. Donc, l'ennemi, il est là, il est en face de nous, mais le principal ennemi, c'est nous-mêmes. Si l'Occident l'avait voulu, personne n'aurait jamais pu l'effleurer. Sauf que l'Occident l'a voulu. Le mal était en nous. Le déclin de l'Occident, c'est la rencontre de plusieurs choses. D'abord, une situation géopolitique particulière, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui interdit toute nouvelle guerre. La guerre, c'est devenu l'horreur absolue à éviter. Et donc, ça a poussé les peuples occidentaux au pacifisme absolu, à la repentance, au remords. Ensuite, c'est la conjonction des intérêts d'une classe dominante, qui est composée de la finance internationale et des multinationales, qui ne cessent de gagner en puissance. Et ces groupes-là, qui sont puissants et qui donnent le là, prêchent pour le libre-échangisme,
pour le commerce absolu et l'ouverture de tout. Et troisième élément de ce triptyque, c'est une idéologie qui s'impose. Cette idéologie, c'est le cosmopolitisme libertarien, qui va modifier en profondeur la nature et les modes de pensée et des aspirations de l'Occident. On promeut désormais l'ouverture totale au monde, l'ouverture non seulement géographique, par les voyages, par le libre-échange, mais aussi l'ouverture des esprits, surtout, tout type de mœurs, tout type de morale, tout type de religion, tout type de croyance. C'est la conjonction de ces trois qui nous a modifiés profondément, nous tous, et qui nous a changés au point qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'accepter ce que nous acceptons depuis un certain nombre d'années. Comment tout ceci a pu naître, a pu se développer et collaborer à la perte de l'Occident? Il faut encore une fois se rappeler de ce qu'était le moteur de la civilisation et de la puissance occidentale à la belle époque, au XIXe siècle, quand l'Occident régnait sur le monde, colonisait le monde, captait toute la production industrielle, toute la richesse venait de l'Occident. Son moteur, c'était le capitalisme industriel. Et ce capitalisme industriel, il reposait sur des vertus typiquement occidentales. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. La créativité individuelle, le travail, l'effort, l'épargne, la patience d'attendre les retombées de ce qu'on a épargné et des efforts qu'on fait, le goût du risque. Vous voyez, le capitalisme industriel de cette époque était parfaitement conforme avec l'identité de l'Occident depuis les temps immémoriaux. Ce capitalisme-là, il était inscrit dans le cadre national. On créait sur place des usines, on embauchait des ouvriers qui étaient sur place, et donc on créait et on répartissait naturellement la prospérité. Et tout ça, c'était résumé par la phrase de Ford, l'industriel automobile: je paye mes ouvriers suffisamment pour qu'ils puissent acheter mes voitures. Vous voyez? Donc, il savait très bien qu'il fallait qu'il paye ses ouvriers, parce que c'était le débouché à ses produits. Et donc, de facto, il y avait, si vous voulez, une nécessaire collusion des classes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des tensions. Ça ne veut pas dire que, sur la question de répartition de la richesse, il n'y avait pas une certaine lutte. Mais, fatalement, dans la mesure où on s'inscrivait dans le cadre national, l'industriel qui se privait de son propre marché, c'est-à-dire qu'il ne payait pas les gens, se retrouvait, il ne savait pas qui les vendre. Voilà. Et d'ailleurs, on disait à l'époque, ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis. Il y avait donc un lien direct entre l'industrie, le capitalisme, ce capitalisme-là, parce qu'on a oublié ce que c'était, aujourd'hui c'est autre chose, on va en parler plus tard, et le bien pour la nation. Dans ce capitalisme-là, l'État n'intervenait pas, en tout cas pas comme on l'entend aujourd'hui. Il intervenait peu. Il posait les règles du jeu et il laissait faire le marché et les acteurs. Ménages, salariés et industriels. C'était un capitalisme qui fonctionnait en quelque sorte tout seul, et l'État, c'était l'arbitre. Et puis, il créait le cadre, par exemple les infrastructures, qui allaient développer les choses. Et tout ça s'est enrayé en 1929, avec le fameux krach de 29. Alors, le capitalisme fonctionne toujours sur un cycle de crise. C'est sa nature. La crise de 29, elle a été particulière. Elle a été particulière d'une intensité particulièrement douloureuse, parce que justement, on commençait à rentrer dans une atrophie de la finance, qui a fait monter les choses comme un soufflet, et qui donc a créé, je dirais, une crise d'une intensité tout à fait particulière. Et quand la crise s'est déclenchée, elle s'est répartie très vite des États-Unis au reste de l'Europe, et elle a plongé des millions de personnes dans la misère. Mais quand je dis la misère, c'est vraiment la misère. C'est-à-dire que les gens, plus de salaire, chômage, plus de salaire, plus à manger. Vous pouvez évidemment voir ça dans Les raisins de la colère de Steinbeck. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film de Ford aussi. On voit bien un petit peu tout ce qui se passe, et à quel point, à l'époque, une crise pouvait être douloureuse pour une grande partie de la population. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À l'époque, il y avait un président qui s'appelait Hoover, et qui était fidèle aux théories classiques, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Donc il attendait que la fameuse main invisible de Smith ne vienne rééquilibrer le marché et ne vienne remettre les choses en ordre, puisque c'était la théorie courante à l'époque. Quand il y a une crise, eh bien, au bout d'un moment, il y a une régulation qui se fait d'elle-même par les prix, et la machine finit toujours par repartir.
Sauf que là, arrive l'année 32, il n'y a rien qui est réparti, ça fait 3 ans, les gens souffrent, la misère est là, il y a des émeutes un peu partout. Hoover, évidemment, se présente aux élections, qui arrivent, et il est balayé par Roosevelt. Et Roosevelt, vous le savez, il va se fier aux théories d'un économiste, à l'époque très novateur iconoclaste, qui est John Maynard Keynes. Donc je suppose que vous connaissez tous, je ne vais pas passer longtemps là-dessus. Keynes, il a inventé une nouvelle théorie économique, il a inventé ce que j'ai appelé le starter de l'économie. C'est-à-dire, comment faire redémarrer l'économie quand elle est bloquée, quand il n'y a plus rien qui va. Bon, alors il avait une formule, il avait un petit peu d'humour, et cette formule, elle est très importante, parce que vous allez voir que ça va bien au-delà de l'économie, on va en reparler par la suite. Il disait, à long terme, nous sommes tous morts. C'est une façon de dire, voilà, si on attend que le marché se rééquilibre de lui-même, il y a des morts, alors soit des personnes, parce qu'elles n'ont plus à manger, soit carrément des secteurs d'activité entiers qui disparaissent et qui n'arrivent plus à se remonter, de la perte de savoir-faire, de la misère qui perdure. À long terme, nous sommes tous morts, il faut accélérer le redémarrage. Et comment on l'accélère, le redémarrage? Eh bien, on accélère l'État, et c'est la première fois que l'État va agir comme ça. L'État va investir massivement et injecter de la liquidité dans l'économie, avec plusieurs biais. Donc il y a des programmes de grands travaux, le Tennessee Valley Authority, on crée des barrages, des routes, etc. On embauche directement des gens au chômage. L'État embauche des jeunes qui étaient au chômage et qui deviennent des employés de l'État, que ce soit d'État fédéral ou des États locaux, je dirais. On crée tout un système d'aide sociale, premier système de santé. Bref, on investit massivement de la liquidité de l'État. Et l'État s'endette. C'est-à-dire que Keynes explique que pour que l'économie redémarre, il ne faut pas hésiter à s'endetter, créer du déficit et s'endetter. Et, il faut le dire, au bout de 2 ans, l'économie américaine est repartie effectivement. Plusieurs millions de jeunes et de chômeurs retrouvent un emploi, les activités repartent. À partir de 1934, il y a véritablement un redressement aux États-Unis qui est visible. Et cette théorie, elle fait florès et va être évidemment réemployée par une autre personne, un autre chef d'État, qui vient de prendre le pouvoir. C'est Hitler en Allemagne, avec son ministre des Finances, le docteur Schacht, excusez-moi pour mon accent, et il applique la même recette, mais peut-être même encore plus fort, et ça marche. Par contre, des pays comme la France ou la Grande-Bretagne restent sur les théories classiques. On applique des politiques de déflation, et on s'enlise dans ce qu'on a appelé la maladie de Langer. Et en réalité, la France n'est jamais sortie de la crise de 29. On est resté toujours dans la mélasse. On n'était pas au fond du trou, mais on était dans la mélasse en permanence. Et ça a duré pendant 10 ans. Tout ça finit par se régler, comment? Vous le savez, avec la guerre. Et au sortir de la guerre, Keynes devient l'icône de l'économie, l'icône mondiale. C'est devenu le totem, le gourou. Tout le monde suit aveuglément les principes qu'il a énoncés et on les suit au-delà de ce qu'il a énoncé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au sortir de la guerre, tout le monde plonge dans le keynésianisme. Et il faut avouer que ça correspond parfaitement. Puisqu'au sortir de la guerre, il faut reconstruire. Donc l'implication de l'État et de l'endettement, je dirais, relève du simple bon sens pour arriver carrément à reconstruire les bâtiments, à reconstruire les routes. Bon, et vous le savez, l'Europe s'est endettée à travers le plan Marshall, ce qui évidemment crée forcément un lien de dépendance vis-à-vis des États-Unis, mais même les États-Unis ont poursuivi cette politique d'endettement. On continue la politique keynésienne et on en fait quelque chose de permanent. Alors que, je vous l'ai dit au début, dans l'esprit de Keynes, le déficit et la dette, c'est le starter. Dans son esprit, c'était fait pour durer 2 à 3 ans, le temps que le pays se reprenne. À partir de 1945, dans tous les États occidentaux, mais tous, y compris même l'Espagne franquiste, c'est devenu une norme et c'est devenu permanent. Alors, dans tous les pays, on se lance dans toute une série de programmes de grands travaux, des barrages, des routes, des logements sociaux, des aéroports, des aérogares, etc. Électrification, l'adduction d'eau partout. On commence aussi à nationaliser à grande échelle, en France, vous le savez, la SNCF, Renault, l'électricité, le gaz, etc. Les pétroles. On nationalise à tour de bras. En Italie aussi, en Grande-Bretagne également.
On crée tout un système social, celui qu'on connaît aujourd'hui, avec évidemment les systèmes de santé, les allocations pour les handicapés, les systèmes de retraite perfectionnés, les allocations familiales, et on embauche des fonctionnaires à tour de bras, ça n'arrête pas de monter. Alors je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres, hein, vous les retrouverez si vous prenez mon livre. Il y a véritablement une montée continue et permanente de l'endettement. Alors effectivement, jeune homme, vous avez raison, il fut un temps où c'était quand même plus orienté vers l'investissement dans les infrastructures et dans le productif. On verra que ça va changer et on va voir pourquoi. L'État prend une part de plus en plus importante dans le PIB de tous les pays. Il faut voir quelque chose. Dans les années 20, l'État, c'était 15% du PIB, 16% du PIB de la plupart des grands pays. À partir de 1945, on commence à occuper 28, 30, 32, etc., etc. Et l'État se donne pour vocation de prendre en charge tous les problèmes des gens, de la population, à tous les niveaux. Il doit s'occuper de traiter de toute leur misère, de toute leur peine. Ça devient un guichet social, ça devient un petit peu l'endroit où on vient parler de son problème. Le dernier salon où on vient traiter ses problèmes particuliers. L'État devient le maître des vies et de l'ensemble de la société. Il a un droit de regard sur tout. Il est le soleil autour de qui tout finit par tourner. Pourquoi? Parce qu'au sortir de la guerre, il faut bien le comprendre, il y a un autre impératif. On ne veut plus de guerre. Il faut éviter à tout prix que la misère des peuples ne les plonge dans la haine, comme cela s'est passé pour l'Allemagne 20 ans avant. Et on pense que c'est par la généralisation de la prospérité et du bien-être que l'on va empêcher une nouvelle catastrophe. Alors il faut nécessairement, plus question de se fier au marché, il faut nécessairement être volontariste et œuvrer pour répartir la richesse d'autorité. On ne compte plus sur le marché qui peut avoir des déséquilibres et qui peut provoquer des trous d'air et des catastrophes derrière. Peu à peu, le marché, qui se régulait tout seul pendant des dizaines d'années, est phagocyté par les États. Et les États se muent dans ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est à partir de là d'ailleurs que ce terme est arrivé, les États-providence. L'État doit avoir la main sur tout. Il doit laisser personne en marge de la société, personne sur le bord de la route. Et ce faisant, on donne de plus en plus de pouvoir à une classe bureaucratique, aux technocrates, qui dirigent, qui impriment leurs priorités au reste de la société. La priorité, c'est quoi? La priorité, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. Ça commence comme ça. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus une priorité égalitariste. Et donc, peu à peu, d'année en année, parce que le système fait spirale, si j'ose dire, on prélève de plus en plus les revenus qui sont tirés des profits, qui sont tirés des travails, pour les redistribuer. Et ce faisant, on range l'une des valeurs cardinales de notre civilisation, le travail et la prise de risque, l'entrepreneuriat. Dans ce nouveau monde, peu à peu, l'entrepreneur individuel prend le tour d'un aventurier. L'entrepreneur individuel, il prend des risques. Or, les risques, c'est la hantise de cette bureaucratie qui veut que tout soit planifié. Vous êtes jeune, peut-être que vous ne le savez pas. À l'époque, en France, il y avait des plans quinquennaux. C'est-à-dire que l'État planifiait, c'était copié, si vous voulez, sur le modèle soviétique. L'Union soviétique est seule. Staline, qui a éliminé tous les opposants, décide de construire le socialisme dans un seul pays. Construire le socialisme dans un seul pays. Au début des années 30, Staline impulse le grand tournant et offre cette grandiose perspective. Cette immense percée pour arracher la Russie à son arriération. Le socialisme selon Staline, c'est l'industrialisation et la collectivisation. Товарищ Ленин мечтал о 100 000 тракторов на наших полях. Alors évidemment, ça n'avait pas du tout la même implication. Hein. Le modèle soviétique régentait tout et possédait tout d'ailleurs en Union soviétique. Mais on se calquait là-dessus, on pensait qu'il fallait absolument tout planifier, c'est-à-dire dire dans 5 ans, il faut qu'on ait développé la production agricole à tel niveau, les transports à tel niveau. On planifiait tout. Alors l'entrepreneur individuel, c'est à partir de là qu'on s'est dit, c'est peut-être l'empêcheur de tourner en rond. C'est pas lui, en tout cas, qui est sur l'échelle des valeurs, celui qui est au sommet de la pyramide économique, c'est le bureaucrate, c'est le technocrate, c'est le fonctionnaire d'État. Et Hayek
qui a écrit donc La route de servitude, avait vu cela dès le début des années 40, à quel point le keynésianisme allait dénaturer la civilisation occidentale. Dès 1942, il avait écrit, ce qui est quand même extraordinaire, parce que le keynésianisme s'était peu appliqué, c'était quelques années aux États-Unis, et il a dit, à travers la bureaucratisation et l'interventionnisme, c'est l'individualisme, celui de Hume, de Locke, celui des antiques, comme Cicéron, comme Thucydide, comme Périclès, c'est cet individualisme-là que nous sommes en train de perdre. Et Hayek avait vu aussi un autre travers. Il avait vu que tout ce système égalitariste allait consacrer la prise de pouvoir d'une espèce de ce qu'il appelait nomenclatura d'État, c'est-à-dire la bureaucratie des fonctionnaires sur l'ensemble de la société. Avec la temps-providence, c'est la hiérarchie des valeurs, la hiérarchie des pyramides, des catégories sociales qui s'inverse par rapport à ce qu'elle était auparavant. Imperceptiblement, d'année en année, l'Occident se retourne et passe, ce que je dirais, sens dessus-dessous. Donc, nous avons un Occident qui change. Mais alors, il change, si vous voulez, il faut bien le voir. Hein. Là, on va parler, par exemple, des années 60. Les années 60, je voudrais que vous perceviez les choses d'une façon concrète. Si vous preniez un jeune des années 30, un jeune des années 30, dans la plupart des cas, c'était un jeune rural. Donc, il vivait dans le village. Il avait peu d'accès à l'information. Il avait peu d'occasions de voyager. Il avait peu de loisirs, parce que souvent c'était un agriculteur ou un paysan. Enfin, il vivait dans un cadre familial très serré, dans un village très resserré, les moyens de s'informer, bon, il y avait les journaux pour ceux qui savaient lire, parce que l'école n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. Il se fiait peut-être au maire du village, au curé. Il subissait les contraintes de la nature. La femme, elle allait laver le linge à la rivière. Les tâches ménagères étaient lourdes, ça lui prenait la journée entière. Il y avait peu de temps à la fois pour les loisirs et pour le savoir. Le jeune des années 60, le boomer, comme vous dites. Le mot est lâché. Le mot est lâché, voilà. Non, mais parce que des fois on me dit que je suis un boomer. Mais c'est pas vrai. Moi je suis né à la fin, tout à la fin. Vous voyez ? Voilà. Là je parle de ceux qui étaient avant moi. Alors peut-être que personne n'a envie de se sentir coupable. Hein, Voilà. Le jeune des années 60, le boomer, d'abord il est urbain. En tout cas, beaucoup plus urbain que la génération précédente. Il est dans la grande ville. Dans une grande ville, on est anonyme. On fait plus ou moins ce qu'on veut. On voit qui on veut. Et alors, en plus, donc on n'est plus soumis, si vous voulez, à une certaine pression du collectif, une certaine pression d'une certaine forme de communauté, qui est la communauté villageoise. On vit dans le confort, en plus, dans les années 60, parce qu'on a beaucoup développé le logement social, beaucoup amélioré le logement, il y a l'eau courante, il y a l'électricité, il y a toutes ces choses aujourd'hui, on n'y pense même plus. À l'époque, c'était quelque chose de nouveau. En tout cas, la généralisation à ce point était nouvelle. On vit dans des logements HLM qui se développent, qui sont confortables. On n'a plus les tâches ménagères, je parle en particulier pour les femmes, parce qu'il y a la machine à laver, et les aspirateurs, etc. Mais c'est énormément de temps gagné pour les loisirs, pour l'information, pour les plaisirs, par rapport aux tâches, je dirais, ingrates, aux tâches ardues, au travail. Donc, ces jeunes-là, j'appelle ça la première génération d'enfants gâtés de l'histoire. Ils profitent beaucoup plus de la vie, ils voyagent, ils vont beaucoup plus à l'école, il y a beaucoup plus d'étudiants, le taux d'étudiants triple ou quadruple entre les années 30 et les années 60. Il est informé, il fait du sport, il profite d'une prospérité et d'un confort comme aucune génération n'en a connu auparavant. Cette génération-là est la première qui connaît véritablement un cadre de vie béni, d'autant plus qu'à l'époque, c'est ça qui change avec vous et avec moi aussi un peu. À l'époque, il n'y a pas de chômage. C'est le plein d'emploi. Donc, il n'y a pas de chômage. Vous vous fâchez avec votre patron, vous claquez la porte. Là, vous pouviez traverser la rue, vous retrouviez. Là, c'était vrai. Et je peux vous le dire. Parce que j'ai quand même vécu un petit peu cette période-là. En plus, il y avait l'encadrement de l'État, c'est-à-dire que, bon, il y avait toute une série d'aides sociales. Finalement, ces jeunes-là se sentent totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Ils se sentent libres, forts parce qu'en plus, ils sont nombreux. C'est les boomers, parce que c'est le baby-boom en termes
je dirais, statistiques, ils sont beaucoup plus nombreux que les anciens, et il se sent savant, sachant. Il sent qu'il en sait plus que les générations précédentes. Donc, le jeune des années 60, c'est cette génération d'enfants gâtés qui ne mesure probablement même pas la chance qu'elle a, pendant que ses parents, eux, ont trimé, ont subi les guerres, les privations, le travail, qui, eux, sont très reconnaissants, même vis-à-vis des dirigeants de l'époque, les De Gaulle, les Adenauer, les De Gasperi, etc., qui ont une cote de popularité très importante, parce que toutes les générations anciennes, bon, je dirais, leur accordent cette prospérité qu'elle a, elle les remercie. Le jeune, non. Le jeune est dans un monde où il ne mesure pas, donc le jeune boomer de l'époque, hein, j'entends, hein, où il ne mesure pas le pain béni qui lui tombe entre les mains. Et comme il est mieux informé, et plus instruit, plus éduqué que ses parents, ben, il va chercher à prendre le pouvoir, forcément. Et c'est cette génération-là, paradoxalement, la génération la plus heureuse de l'histoire de l'humanité. À l'époque, l'humanité n'a jamais connu, aucune génération n'a connu ça. C'est cette génération-là qui va se rebeller contre l'ordre établi, qui va se rebeller contre les normes sociales, morales. Elle va se rebeller contre tout ce que ses parents pouvaient représenter, contre son histoire. Elle va plonger l'Occident, à partir de cette date-là, les années 60, dans le désordre et la contestation permanente de tout ce qui a fait la force de l'Occident. Alors on commence avec quoi? On commence par contester la guerre au Vietnam, c'est comme ça que ça a commencé, quoique déjà la guerre d'Algérie avait eu vraiment ses détracteurs en France, il y avait eu déjà un mouvement pour contester la guerre d'Algérie. La guerre du Vietnam aux États-Unis va connaître une contestation beaucoup plus forte et qui va se répandre d'ailleurs à tout le monde occidental. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, même en France, en Angleterre ou ailleurs, vont contester ou vont se battre contre la guerre du Vietnam. Mais à travers la guerre du Vietnam, c'est l'autorité qu'on conteste. C'est aussi la hiérarchie sociale. C'est les valeurs morales. C'est l'autorité. Vous voyez, on conteste toute forme d'autorité, que ce soit le curé, que ce soit le patron, que ce soit évidemment le dirigeant. Il faut comprendre aussi, on voyage, on a la télé, on a la radio, on a les journaux. Donc on comprend que ce qui est sacré ou ce qui a de l'importance là où on se trouve ne vaut rien si on franchit une mer, une frontière. L'État, le gouvernement, l'Église tombent de leur piédestal. L'armée aussi. Et on se révolte. Et on se révolte d'autant plus facilement, encore une fois, que vu la situation économique et la situation sociale, on ne prend pas de risque à se révolter. On peut y aller sans peine, on peut faire grève, on peut manifester, on peut même casser. On sait qu'on ne craindra pas l'exclusion définitive. Et c'est là que commence toute une série d'insurrections. Donc là encore, je ne vais pas détailler. Le Summer of Love aux États-Unis, les Black Panthers pour défendre, bien entendu, la cause des Noirs, mai 68 en France. Alors en Italie, il y avait l'automne chaud. Mais enfin, de toute façon, tous les pays y passent. Et d'ailleurs, même les pays de l'Est, c'est-à-dire qu'il faut le savoir. C'est là qu'il y a eu le fameux printemps de Prague. Donc le même phénomène, qui est lié donc à la poussée de la jeunesse, se répand partout. Tout ça a débouché sur, en Italie, des mouvements terroristes. Brigade Rouge. Et ces mouvements terroristes, on en a eu dans d'autres pays. On a eu Action Directe en France. Les hippies, c'est l'homme, même pas révolté, c'est l'homme totalement déraciné de tout, qui n'a plus envie de subir la société dans laquelle il vit. Et tout est parti d'un livre de Jacques Kerouac qui s'appelait Sur la route, qui était un récit de voyage où, avec des amis, ils ont pris une voiture, ils ont fait la route 66, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est devenue célèbre, et ils rencontraient des tas de gens, alors des Indiens, des Afro-Américains perdus dans le coin, alors on se droguait, etc. On vivait des tas d'expériences, à la fois sexuelles, etc. Bon. En fait, on expérimentait la vie de liberté totale, où on n'a aucune contrainte, où on n'a rien à faire demain, on va où on veut, on va avec qui on veut, on fait ce qu'on veut. Et ce livre-là a inspiré le mouvement hippie, ça a été l'étincelle qui a fait déclencher le mouvement hippie. Donc ces jeunes qui partaient dans des roulottes, qui s'habillaient un petit peu n'importe comment, et qui vivaient une vie de bohème, et qui se droguaient, bon, bref, vous connaissez la chanson. Qui s'habillaient comme ils voulaient, je voudrais quand même vous alerter là-dessus, c'est un détail, mais c'est un détail, vous allez voir, à mon avis, qui a son importance. Ils s'habillaient beaucoup en empruntant à différents types de vêtements de différentes parties du monde. Par exemple, ils se mettaient le bonnet inca, le poncho mexicain, le boubou africain, des colliers hindous, des babouches, enfin tout y allait. Niveau spiritualité, tout était bon sauf le christianisme.
C'est-à-dire, il pouvait aller du chamanisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le vaudou, et même l'islam. Et d'ailleurs, vous aviez une des icônes de cette époque qui s'appelle Cat Stevens. Eh bien, Cat Stevens s'est converti à l'islam et est même rentré au Soudan au conseil d'administration, je dirais, d'Al-Qaïda, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était l'un des dirigeants, enfin, à un moment donné, il participait à Al-Qaïda. Comment est-ce qu'il procédait? Parce qu'il y avait quand même un fond politique et un fond social très fort. Eh bien, il s'habillait, comme je vous le dis, il se baladait dans les rues, il voyait les pieds nus, on les voyait, ils se rassemblaient. Et donc, il fallait qu'on les voie. Ils étaient exhibitionnistes. Leur politique, c'était ça. C'était de montrer aux gens une autre forme de vie. On puise petit à petit, un peu partout, pour se forger un code, non pas moral, mais éthique, où la règle absolue, c'est la tolérance sur tout. C'est ça le principe qui devient peu à peu le principe, la valeur cardinale, ce qui n'était pas du tout le cas avant, vous en doutez. Donc, mouvement pour, je dirais, la libération sexuelle, mouvement LGBT, le pacifisme, avec des mouvements violents mais pacifistes, c'était assez amusant, vous voyez, comme des mouvements du plateau du lac Jacques, l'écologie, le féminisme, le régionalisme, qui là aussi a créé des mouvements terroristes. Tout ça part de ce creuset-là, où chacun revendique d'être comme il veut être, et ne veut plus s'en laisser remontrer, ni par l'État, ni par les patrons, ni par qui que vous voulez. Et les États doivent répondre à tout cela, parce qu'ils se retrouvent, si vous voulez, paralysés en permanence dans les embêtements. Comment font-ils? Ben, c'est très simple. Pour la plupart, ils achètent la paix sociale en s'endettant. Et donc, il y a une augmentation permanente de la dette, et une dette qui, là, n'est plus la dette pour payer les infrastructures, pour payer les investissements d'avenir, mais pour calmer tout le monde. On embauche de plus en plus de fonctionnaires. Ça fait travailler les jeunes. Et alors, autre point très important, les États s'endettent. Ils s'endettent auprès de qui? À partir de 1971, fin de Bretton Woods, à partir de 1973, fin du monopole de la Banque de France pour le refinancement des États. Puis c'est pareil dans tous les États. Donc ils s'endettent auprès des banques, auprès du monde de la finance, ce qui est nouveau. Avec tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que j'appelle une mutation de l'homme occidental. Je suis obligé de schématiser. Évidemment, je développe de façon un peu plus subtile dans mes ouvrages. Auparavant, nous avions ce qu'on appelait l'homme moderne. L'homme moderne, c'était un homme qui croyait au progrès. C'est un homme qui croyait à l'avenir et qui croyait à la société. Donc, il travaillait. Il était capable de faire des sacrifices pour l'avenir. Il était capable de faire des sacrifices pour la société. Il était capable d'organiser sa vie en fonction du futur, de la famille, de ses enfants et de la société. Il s'impliquait dans la vie institutionnelle. Il croyait aux politiques et il respectait l'autorité parce qu'il pensait que ça allait lui apporter, je dirais, du bien et du progrès. Avec tout ça, naît un individu occidental mutant que j'appelle l'homme postmoderne, qui, lui, n'est plus individualiste. On utilise ce mot. Mais l'individualisme, il est inhérent à la personnalité occidentale. C'est la seule civilisation, la civilisation occidentale, où c'est l'individualisme qui prime. Toutes les autres sont communautaires. Aujourd'hui, l'homme occidental n'est plus individualiste, au sens originel. Il est égotiste. Il ne croit plus au progrès. Il ne croit plus à l'avenir, d'ailleurs, il s'en fout. Il ne croit plus en Dieu. Il n'a plus de transcendance. Il n'a plus d'autorité au-dessus de lui. Il veut vivre sa vie comme il l'entend, sans critères moraux, sans autorité, et il vit un petit peu dans l'air du temps. Il veut jouir sans entrave, pour reprendre l'un des slogans de mai 68. Là aussi, c'était très révélateur. Il est égotiste. Mais vous le savez, l'homme est quand même un individu sociable. Donc il a quand même besoin de se sociabiliser. Alors auparavant, l'homme occidental, l'homme moderne, se sociabilisait dans le cadre des institutions, des syndicats, de l'Église. C'était ces institutions-là qui mobilisaient son énergie. Aujourd'hui, il se sociabilise dans un cadre totalement différent que Michel Maffesoli a parfaitement décrit, qu'on appelle les néo-tribus. Alors pourquoi néo-tribus? Parce qu'il y a quand même des codes, des rites tribaux, un certain langage que chacune, je dirais, en plus il y a un resserrement et une proximité et une solidarité entre les membres, mais à la différence des tribus à l'ancienne,
La néo-tribu, ben on rentre quand on veut, on sort quand on veut, on peut en avoir plusieurs. C'est la liberté qui s'exprime, la liberté de l'égotisme qui s'exprime en commun. Vous pouvez citer des tas de néo-tribus, hein, si vous voulez, les clubs de danse, les clubs cinéphiles, de littérature, de musique, les associations qui défendent tel ou tel type de cause, tel ou tel type de droit, tel ou tel type de sexualité. Le but, de toute façon, c'est d'assouvir passion, envie, jouissance, tout ce qui mobilise. Et, vu l'égotisme qui est dans l'air, chacun pense que sa tribu est l'horizon indépassable. Chacun veut que sa tribu soit reconnue, avec des droits. Chacun veut qu'elle s'impose aux autres. Chacun veut que sa tribu soit à la fois reconnue par l'État et s'impose sur les autres. Et tout se tourne vers l'État, ou contre l'État, pour obtenir des gains de cause. Exemple, je pourrais vous en citer 50. La tribu des LGBT qui exige des droits permanents et de plus en plus depuis 30, 40 ans. Bon. Exemple, l'islam, qui crée une tension permanente avec l'État sur tous les sujets qui lui sont aujourd'hui interdits, comme par exemple le port du voile dans le public, la burqa, etc. Les végans, prenez un exemple. On trouve que les animaux sont maltraités. Bon, on peut agir, on peut toujours en parler dans le public. Bon. Non, là, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire, on incendie des boucheries, on violente des bouchers, on choque l'opinion, on crée de la violence. On n'hésite plus parce que l'État n'est plus respecté. Parce que l'État, harcelé par les tribus, par les intérêts, par les lobbies, ne représente plus le bien commun, ne représente plus l'intérêt général. Chacun se dit, l'État, je vais prendre ma part de l'État. Parce que de toute façon, si ce n'est pas moi qui le prends, ça va être quelqu'un d'autre. On ne respecte plus la loi, on ne respecte plus le droit, on ne respecte plus les valeurs essentielles. Chacun a ses exigences et les impose, et parfois jusqu'à la violence. Vous le savez très bien, il n'y a pas besoin d'épiloguer. La gauche s'est fait une spécialité de récupérer à son compte le tribalisme ambiant de la société. Alors, pour preuve, je vais vous lire le discours de Barack Obama, qui est assez révélateur. C'est un discours qu'il a prononcé le jour de son investiture. Si quelqu'un doute encore que l'Amérique est un endroit où tout est possible, qui se demande si le rêve de nos fondateurs est vivant, la réponse lui est donnée ce soir. C'est la réponse qui est donnée par les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les démocrates, les républicains, les noirs, les blancs, les hispaniques, les asiatiques, les amérindiens, les homosexuels, les hétérosexuels, les transgenres, les handicapés, les non-handicapés. Vous voyez comme c'est formulé. Donc vous voyez, tout l'esprit est là. On ne s'adresse pas au peuple dans son ensemble. On a l'impression que l'Amérique ne fait plus corps, n'est plus la seule et même personne. On s'adresse à lui à travers la mosaïque de néo-tribus qu'il a citées, qui, selon lui, sont aujourd'hui l'Amérique. L'Amérique n'est plus un peuple unique, entier, c'est une mosaïque de néo-tribus. Au final, qu'est-ce qui se passe ? Dans cette lutte continue des tribus, entre elles, parce que des fois elles luttent entre elles, vous savez, il y a le lobby des automobilistes, le lobby de ceux qui veulent la prévention routière, le lobby ici, le lobby là, les écolos contre ceci, bref. Il y a, selon moi, deux tribus qui sont les plus fortes, parce que dans ce cadre-là, pour moi, il y a deux tribus qui s'imposent. Je dirais qu'ils chapeautent, c'est même pas elles s'imposent, elles chapeautent tout ça. La première, c'est la gauche progressiste. Cette tribu-là, qui s'est inspirée des techniques du trotskisme pour infiltrer la société dans son ensemble, dans tout ce qu'elle a d'influent, les universités, les médias, les syndicats, les collectivités locales, les associations. La gauche progressiste, libertarienne, aujourd'hui, est la tribu qui donne le là, parce qu'elle a réussi à s'infiltrer dans tout ce qui, aujourd'hui, joue un rôle dans le pouvoir. Que prône-t-elle, cette tribu de la gauche, je dirais, progressiste ? Toujours plus d'égalitarisme. Ce n'est même plus l'égalitarisme aujourd'hui, c'est l'indifférenciation. C'est-à-dire que c'est même plus on va être égal, c'est on est tous pareils. Bon, là aussi, je ne vais pas développer. Et dans ce cadre, il y a une figure qui émerge parmi toutes les autres. L'icône de cette gauche-là, c'est la figure de l'immigré. L'immigré, c'est lui, dans l'esprit de cette gauche, cet homme nouveau qui rompt la monotonie, qui apporte un peu d'exotisme, un peu comme les hippies à l'époque, qui cherchaient les Indiens, etc., les hindous.
ou les Africains. C'est lui qui change, qui est en mesure, dans la mesure où il est suffisamment nombreux, de changer les bases de la civilisation, cette civilisation qu'on n'aime plus, parce qu'elle a amené des guerres, parce qu'elle a amené la colonisation, parce qu'elle a amené tout ça. On suppose cet immigré totalement déraciné. C'est donc lui qui va venir changer la société, c'est lui qui va réécrire la société comme si ça partait d'une page blanche, pour reprendre les fameuses formules de Sartre, l'existentialisme Sartre, qui voudrait que chaque homme puisse écrire sa vie comme s'il était devant une page blanche. Eh bien, avec l'immigré, on pense qu'on va recréer une nouvelle société à partir d'une page blanche, parce qu'on part avec des gens qui n'ont pas toutes les données, tout l'héritage de l'histoire que nous avons, et donc qui ont le poids du passé sur eux. C'est ce qu'ils croient, évidemment. On le suppose déraciné, vous le savez bien, en réalité il ne l'est pas, et il ne fait qu'amener avec lui, je dirais, le poids de son histoire, qui va se confronter au poids de notre histoire. Et alors en plus, il y a toujours aussi une petite musique derrière, hein, c'est que dans cette société où on veut jouir, où on veut les loisirs, où on veut les plaisirs, on veut du temps libre, eh ben, c'est quand même un petit peu l'immigré qui va se charger des tâches ingrates. Hein. Donc la société de jouissance, elle est rendue plus agréable avec les immigrés qui vont, eux, s'occuper de toutes les tâches dont on n'a pas envie. Et puis il y a une deuxième tribu, à mon avis, qui s'impose. Il y a deux tribus qui sont voisines, hein, la finance et le marketing. La tribu de la finance, elle prend le pouvoir parce que c'est elle qui finance. Elle finance les États, donc elle finance les aides sociales, alors que normalement il y a des déficits, on ne pourrait pas payer, mais c'est elle qui prête. En finançant, elle finance aussi les consommateurs, crédit immédiat. Et cette tribu, eh ben, elle aussi, cette tribu de la finance, elle veut jouir. Elle aussi, elle veut jouir. À long terme, nous sommes tous morts. Je vous rappelle la formule de Keynes. À long terme, nous sommes tous morts. Avec la spéculation, on a la jouissance immédiate. L'argent tombe sur des clics. Alors évidemment, il faut travailler. Mais si vous voulez, c'est fini ce fameux cycle des saisons où il faut qu'on épargne, après on investit, et après on attend les retombées. Non, avec la spéculation, ça vient tout de suite. Donc, vous avez une énorme mutation du capitalisme et de ses valeurs. Ce n'est plus l'esprit du risque, de la patience, de l'épargne et de l'effort. C'est un système où l'argent vient sur quelques clics et est généré de lui-même. La deuxième sous-tribu, je dirais, c'est celle du marketing. C'est celle qui va livrer aux néo-tribus les produits et les griffes qui vont les valoriser, qui vont leur apporter de la jouissance, du plaisir, de l'émotion, qui vont correspondre à leurs envies et à leurs valeurs. Je vais vous citer un certain nombre de cas, j'espère que je ne suis pas démodé. Je suis un nouveau riche, j'ai envie de m'exhiber, Versace, BMW. Je suis un bobo urbain, Armani, Diesel, Calvin Klein. Je suis un geek, Apple. Je suis un citoyen du monde, Coca-Cola, Benetton. Je suis écolo, Max Havelaar. Je suis un jeune de la cité, Ernest. Vous voyez un petit peu ? Le marketing s'appuie sur les néo-tribus. C'est lui le fournisseur, si vous voulez, de tout ce qui fait jouir et qui apporte de la valorisation à ces néo-tribus. Et en tant que tel, il a pris énormément d'importance, il a pris de la valeur. Aujourd'hui, qui sont les vrais maîtres du monde ? C'est ceux qui maîtrisent le marketing, qui ont des marques qui s'imposent à tout le monde, que tout le monde reconnaît, ou enfin que les tribus bien spécifiques qui en ont besoin rêvent de ça. Et c'est évidemment le monde de finance. Sur tout ce terreau de déstructuration de la société, c'est la finance et le marketing qui aujourd'hui ont pris le pouvoir. Pour ce qui est de la production, pour ce qui est, je dirais, du travail, de l'effort, de l'esprit du capitalisme d'antan, avec l'ouverture du monde absolue, il est bien évident que toutes ces puissances se tournent vers la Chine pour ça. Et nous, dans ce cadre-là, nous sommes l'espace consommation. C'est nous qui, avec notre esprit de jouissance et d'envie, consommons ce qui est produit ailleurs, ce qui est produit par d'autres. Jusqu'à quand ? Eh bien, jusqu'à ce que les marchés intérieurs de ces pays émergents ne deviennent suffisamment forts pour qu'on puisse se passer de nous. Donc, vous le voyez, dans cette situation, je dirais, crépusculaire, si on laisse aller les choses au bout de leur logique, l'Occident va finir totalement en marge
du reste du monde, son économie totalement abandonnée, parce que sa force de consommation ne tient que par la dette, et on en a besoin que parce que les autres ne l'ont pas encore assez développé. Le jour où les autres ont suffisamment développé leur marché intérieur, je pense que nous ne servirons à rien, et on va nous demander de rembourser, et comme on ne pourra pas rembourser, ben on va nous prendre tout ce que nous avons fait jusqu'à ces dernières années, exactement ce qui est arrivé d'ailleurs à la Grèce, eh bien on lui prend ses îles, on lui prend ses œuvres d'art, on lui prend tout. Et je crains malgré tout, je vous le dis, je crains que le sort de l'Occident, s'il continue sur cette pente, ce sera celui-là. Et je vais vous dire, je vais être très provoquant, mais je crois que peut-être ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est peut-être le début véritablement d'une prise de conscience massive de ce que nous sommes devenus, de notre faiblesse, et, je l'espère, le déclencheur d'un changement dans l'opinion qui va nous aider à repartir sur de bons pieds, à retrouver, à faire un retour aux sources, vers les vraies valeurs de nos sociétés occidentales. Je vous remercie.